Concernant le montant de la pension, il est révisé de manière automatique, il y a un mécanisme, comment ça se passe? Alors, on a des clauses de révision qui sont intégrées soit dans les conventions de divorce, soit dans les décisions qui fixent les pensions alimentaires, que ce soit une ordonnance de non-conciliation, que ce soit un jugement de divorce, que ce soit un simple jugement qui fixe la question de la garde quand on a des parents qui ont eu un enfant naturel et qui n'ont pas été mariés, par exemple. Voilà. Donc on a la clause d'indexation, c'est une indexation sur le coût de la vie, on a une règle de calcul qui figure dedans et qui permet de faire le calcul de révision. Mais c'est celui qui reçoit la pension qui doit faire la demande de cette révision chaque année ou Non. Comment ça se passe concrètement? Alors, elle est de droit. D'accord. Donc elle doit être automatiquement faite par celui qui est débiteur de la pension. Donc chaque année, à date anniversaire, il doit refaire le calcul Oui. et modifier le montant. Oui, les parents débiteurs s'oublient. D'accord. Et du coup, quand il s'oublie, on peut revenir sur les oublis, entre guillemets? Oui, tout à fait, puisqu'elle est de plein droit, cette révision. D'accord. Donc on peut venir réclamer le paiement sur les 5 dernières années D'accord. du montant non actualisé ou non révisé. D'accord. Est-ce que le montant de la pension alimentaire peut-il être suspendu, voire supprimé? Oui, en cas de changement de situation de l'un des parents, déjà, ou éventuellement également de l'enfant qui devient majeur et qui s'assume. Est-ce qu'il y a une liste de faits qui peuvent engendrer une modification substantielle du montant? Je parle en dehors de la révision annuelle dont vous parliez tout à l'heure. Alors, une liste de faits, on va avoir, on n'a pas de liste d'événements à proprement parler. Ce qu'on va avoir, c'est les cas de figure de perte d'emploi, de diminution importante des revenus de l'autre parent, l'enfant majeur ou l'enfant même mineur qui peut avoir par exemple un apprentissage et qui du coup va progressivement gagner sa vie. On peut avoir le cas de figure d'un des parents qui se remarie et qui à ce moment-là refait sa vie et a des revenus plus conséquents. Un enfant qui ne vit plus au domicile de l'autre parent, changement de domicile. Un enfant qui s'installe et qui vit avec sa copine ou son copain. D'accord. Voilà, ça se Et justifie moins et ça peut permettre d'entraîner une modification. Et est-ce que ces modifications, donc elles se font comment? C'est-à-dire que c'est si on est par exemple dans le cadre d'un consentement mutuel, c'est-à-dire qu'on a besoin de revenir devant un avocat pour se mettre d'accord? Alors oui, on peut faire ce qu'on appelle une requête conjointe. D'accord. Ça, effectivement, c'est tout à fait possible. Pourvu qu'on arrive à acter les accords des deux parents. Okay. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'arriver à démontrer que l'autre parent, qui lui est réceptionnaire de la pension alimentaire, a donné son consentement à l'arrêt de la pension, compte tenu des circonstances. Donc là, à ce moment-là, on fait soit une requête conjointe qui va valoir entre les deux parents, soit si les deux parents ne s'entendent pas, on peut faire une requête devant le juge aux affaires familiales. Les gens peuvent très bien aussi saisir le juge aux affaires familiales directement. Et ce que vous appelez une requête conjointe pour un béotien comme nous, c'est quoi? C'est un acte d'avocat simple? C'est un acte d'avocat qu'on va préparer à l'attention donc des deux parties, qui est comme une convention de divorce, mais quelque chose de plus allégé, mais qui va reprendre les termes des accords des deux parents quand ils se sont mis d'accord et qui sont OK pour un arrêt de la pension alimentaire en le motivant. Et si on reparle d'une modification du montant suite à des faits importants, puisque ça peut arriver également, est-ce que quand on demande cette modification et qu'on se pose justement à deux, ou enfin dans le cadre des procédures que vous énonciez tout à l'heure, est-ce que ça peut avoir une influence sur le reste des accords? Par exemple sur la garde, sur la prestation compensatoire? Est-ce que ça peut changer finalement la donne globale de ce qui avait été décidé? Non, parce qu'on peut très bien ne toucher qu'à une disposition, la question de la garde, la question de la pension alimentaire. Voilà. On peut très bien toucher que des points très particuliers, très spécifiques de la convention ou du jugement sur lequel on va revenir. Donc ça veut dire que c'est pas automatique? Non, c'est pas automatique. En revanche, ça peut arriver? Oui. Par contre, on peut pas revenir sur une prestation compensatoire. D'accord. Oui, là, une fois qu'elle est fixée dans un jugement de divorce, c'est terminé, sauf cas particulier de révision quand on rentre dans le cadre de la révision de la prestation. Encore, ça c'est très exceptionnel et très particulier, c'est très encadré par les textes. D'accord. Et quand on réfléchit justement au montant de la pension alimentaire, est-ce que les revenus
d'un nouveau conjoint peuvent être pris en compte dans le cadre justement. Alors, le juge en tient compte, c'est-à-dire que le juge va vous demander, quand vous présentez sur une demande de modification de pension, va vous demander est-ce que vous partagez les frais de la vie courante avec quelqu'un, oui ou non, est-ce que vous vivez avec quelqu'un. Donc là, à ce moment-là, on le mentionne. On peut avoir une partie adverse qui va me demander la production des pièces relatives aux revenus du conjoint. Voilà, je les donne ou je les donne pas, ça dépendra du dossier, mais normalement, on ne tient pas compte des revenus à proprement parler. On va considérer que la personne partage ses frais de la vie courante. Donc, par exemple, quand on a un loyer, on va considérer que l'autre en paye la moitié, on va dire d'une manière factuelle, on va le dire comme ça. Donc, on partage ses frais comme ça, mais on ne tient pas compte du montant à proprement parler des revenus du conjoint. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si la pension alimentaire elle n'est pas versée? Ça, c'est malheureusement un cas de figure fréquent, régulier et insupportable. Voilà. Et donc, Et quels là, sont les moyens Et bien alors là, on a plusieurs cas de figure. On développe des stratégies. Soit effectivement, on a des volets de procédure qui nous sont offerts, qui nous permettent d'aller au recouvrement forcé de la pension alimentaire. Le paiement direct avec l'huissier de justice. On va avoir la saisine souvent de la CAF, puisque là, au jour d'aujourd'hui, il y a un processus de saisie des pensions alimentaires via la caisse d'allocation familiale qui s'est mis en place. Donc souvent, les gens se retournent sur la caisse d'allocation familiale et obtiennent une prise en charge. Après, à ce moment-là, c'est la caisse d'allocation familiale qui, des fois, fait le nécessaire. Voilà. Et on peut actionner tous ces mécanismes dès le premier mois? Non. C'est au bout de combien de temps? Par exemple, sur ce qu'on appelle le délit d'abandon de famille, puisque ça, c'est sur le volet pénal qui existe en cas de non-paiement des pensions alimentaires. Il me faut 2 mois consécutifs de non-paiement de la pension. D'accord. Sur le paiement direct, 1 mois suffit. Jusqu'à quand on peut remonter sur les arriérés si par exemple ils ne payent pas pendant 5 dernières années? D'accord. Je vous remercie Maître Benamou pour toutes ces précisions.